C'est quand même un peu compliqué là son truc là avec le courant. Il peine un peu là. Donc on met les sacs dedans? Ah bah là on c'est parti, passe les sacs au sec pour éviter qu'ils prennent du poids. Ouais. Parce qu'un sac mouillé c'est encore un peu plus lourd et je crois qu'on a déjà notre dose. On va faire ça. C'est parti. Go. Allez. Et donc là on part sur la piste de Bélizon. Donc c'est une piste qui a été ouverte dans les années 50 pour désenclaver un village qui s'appelle Saül. Donc elle est restée à l'état de piste, elle est devenue plus ou moins sauvage, elle a été réouverte par des orpailleurs pour accéder à certains sites miniers. Elle a été parfois aussi réouverte par l'armée pour faire des missions. On refait cette piste d'une part parce que c'est un challenge déjà physique. Et puis également, c'est d'être en contact direct avec l'Amazonie. Chacun s'amuse comme il peut. Hein. J'étais bloqué, il a fallu que je creuse avec les mains et pendant ce temps-là, il filmait. Voilà, donc c'est bien, j'aurai un souvenir de mon fils qui me filme pendant que je suis dans la boue. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au tout début, je suis tombée dans la boue et au lieu de venir m'aider, il m'a filmé. Mon fils, ton père pense à toi. Ce qui fait que là, il y a 2 jours, lui, il est tombé dans la boue, il s'est enfoncé. Je l'ai attendu pendant 10 minutes, je suis venue le voir, puis j'ai commencé à le filmer. À quel moment j'ai le droit de tuer mon fils? Ah putain de bordel! Moi ça fait longtemps que je suis là et je suis jamais venu avec mon fils en forêt et pour l'instant ça se passe bien pour lui et ça je suis super content parce que j'étais quand même un peu anxieux quoi. Là cette fois-ci on a deux très jeunes même, hein, puisqu'ils sont en dessous de 15 ans et pour eux c'est une vraie première expérience. C'est la première fois déjà qu'ils viennent en forêt découvrir un élément fabuleux, extraordinaire, et c'est l'aventure quoi, tous les jours. Hein. Moi j'avais pas d'appréhension particulière puisque si ce n'est que je suis avec Achille, donc mon fils, et l'idée c'était de pouvoir vivre une aventure ensemble. Je pense qu'il a 14 ans et puis moi je commence à avancer dans l'âge, c'était le bon moment pour le faire. De vivre comme ça pendant une dizaine de jours avec 14 personnes, de vivre dans la nature avec tous les animaux, d'entendre des bruits le soir, enfin, c'est super quoi, c'est extraordinaire comme expédition. 12 jours, 160 km, c'est long. Là, au début, on se demande si on va en voir la fin et si on va tenir le coup. Et puis on serre les dents et puis on avance. Physiquement, c'est vrai que le sac est un peu lourd, on marche beaucoup la journée. Mais comme on fait des pauses régulières, en fait les moments de pause sont d'autant plus sont meilleurs après une longue marche. Alors là on est sur un site qui s'appelle Venise. Pourquoi Venise? Je ne sais pas. En tous les cas il y a beaucoup d'eau donc c'est peut-être lié à ça. Notamment cette belle petite cascade là en pleine forêt. Tout ça, c'est ancien, ça date certainement de la construction de la piste dans les années 50. Ils ont dû abandonner une petite série d'engins, je pense, parce que le terrain est pas facile et Un radiateur, les engins, ils n'ont pas dû beaucoup aimer. câble. Oh, c'était un vrai stock de pièces, là. Parce que bon, si l'engin était en panne et il l'abandonnait, on l'aurait retrouvé sur place en train de se décomposer, mais là, c'est vraiment des stocks de pièces. Je pense que si les engins tombaient en panne, ils devaient les abandonner en route. Là, ça devait être plutôt, comme c'est à peu près mi-parcours, ça devait être plutôt
un lieu un petit peu stratégique de dire voilà, on garde du matériel ici pour dépanner le long du chantier, quoi, parce qu'il y a vraiment du matériel. En fait, cette disposition de bouteille avec le cul vers le haut et enfoncé en terre, du temps du bagne et certainement sur les sites d'orpaillage clandestins, en général, c'est pour marquer une tombe. Ça fait à peu près 1 mètre de large sur un peu plus de long. Ça peut être une tombe. Je pense pas que ce soit une tombe qui soit liée à des personnes qui aient pu travailler sur le chantier de la construction de cette route, puisqu'elle a été construite finalement par l'État français dans les années 50. Donc il y a peut-être eu malheureusement des personnes décédées sur le chantier, mais ils ont forcément rapatrié le corps. Ça, ça fait plutôt penser à des orpailleurs clandestins, quoi. Qu'est-ce qu'on vient chercher ici? En fait, on vient chercher, je pense, des souvenirs. Plein de choses que finalement, on n'a pas dans notre vie de tous les jours quand on est bien installé chez soi. On vient chercher des émotions. Et ces émotions, elles nous donnent... c'est un peu un moteur. Elle était belle celle-là. Moi j'aime bien un petit peu tout ce qui sort de l'ordinaire, la difficulté. J'aime bien courir, j'aime bien faire du sport. Donc ça c'était quelque chose que j'avais jamais fait. La forêt marchait aussi longtemps. Et là effectivement c'est pas mal, c'est bien. C'est vraiment un truc qui me plaît. La déconnexion, quand tu marches tout seul, même si tu as les copains qui sont devant, derrière, des fois tu t'isoles entièrement. Et tu fais le fil de ta vie, tu sais, tu repenses à des choses. Quand on marche, à un moment donné, on est souvent seul. Et quand on est dans cette espèce de bulle, on se retrouve. On se retrouve, on chemine, on se parle, toujours avec plaisir. Parce que derrière l'effort, il y a le réconfort. J'ai jamais vu ça en expé, quelqu'un qui sort en excuse. Qu'est-ce qu'il a appelé? On va prendre une fessée. Quand on s'arrête, qu'on est tous là autour du camp et puis qu'on discute, on prend l'apéro, là c'est vraiment le moment de partage. On a l'impression d'être un peu des anciens combattants qui se racontent leur journée ou leurs exploits passés, ça c'est vraiment sympa. C'est la plus-value certaine de l'expédition, c'est la vie de groupe. Regardez, c'est le métier qui rentre les gars. On voit bien qu'il y a un passif derrière de trek et d'expédition. Et finalement, on se nourrit de ça tout le temps, voilà, des expériences des uns et des autres. Et puis vraiment, on sent bien ce collectif-là et cette cohésion, l'attention qui est portée entre les uns et les autres. Et c'est vraiment rassurant quand on intègre le groupe comme ça. Voilà. L'histoire de la piste, je la connaissais, je ne l'avais jamais faite avant, mais j'avais toujours rêvé d'en faire une. Et alors, elle est très intéressante, je pense que ça vaut le coup de développer un certain nombre de choses, que ça devienne un bon petit passage, un bon trek pour d'autres. Arrête de me piquer mes secondes. Et puis il y a toujours cette forêt, ces animaux, ces traces par terre, qu'on n'est pas tout seul. T'as une trace là, et là, regarde. Ici, il y a une petite, et là, il y a la trace d'un bébé. Ouais, et tout à l'heure, j'avais des plusieurs traits avec ça. Oh, déjà tout à l'heure, on en a suivi un pendant un moment, et il y avait des traces de biches. Là, c'est une famille de félins, parce que tu vois, il y a une deuxième trace ici. J'ai l'impression qu'elle est plus petite, celle-là. Ça doit pas être la même bête, et là, il y a le bébé. Une patte comme ça, c'est un jaguar. Ça peut pas être... Bon, un puma, c'est trop gros. Toute la journée, il y avait des énormes traces de pas de jaguar. Il y avait des petites, des grosses. Ça, c'est vrai que je m'y attendais pas. J'en ai pris quelques-unes en photo. Le jaguar, il suivait toute la piste en fait. Tout le long. Donc on a marché toute la journée avec des pattes de jaguar.
Ça m'est jamais arrivé de suivre une piste de jaguar aussi longtemps. Et puis à un moment, on a même entendu un feulement pas très loin de la piste. Donc on s'est arrêté, on n'a pas osé aller voir. Parce que s'il y a des bébés, la réaction du jaguar peut être mauvaise. Et là, on entend vraiment genre Un feulement. un feulement, mais un minuscule fois, mais bien grave. Et la première chose qu'on pensait quand on entendait ça, c'était juste un tigre, quoi. Juste un quoi? Un tigre. Juste un tigre. Non, mais ici en Guyane, les jaguars, ils appellent ça des tigres, Ouais, bon, en créole. on a l'impression que c'est un tigre, quoi, le truc. Genre juste un tigre. Oui, voilà. Alors là, il y en a un bon paquet. C'est rare. Très rare de tomber sur autant de polissoirs. Tu vois, comme les Amérindiens, en fait, ils ne connaissaient pas le métal. Avant que les Européens arrivent, ils ne connaissaient pas le métal, ils connaissaient la pierre, le bois, tout ce qui était disponible en fait dans la forêt. Et du coup, pour fabriquer des haches, donc ils prenaient des pierres, des pierres de cette taille à peu près, parce qu'on en a retrouvé des haches polies. Et alors, les ronds, tu vois, ils mettaient un peu de sable dedans, et ils faisaient déjà les bords de la hache, en tournant comme ça. Ils polissaient les deux flancs, un flanc comme ça, un flanc comme ça. Et ensuite, ça, c'est pour polir le tranchant. Et donc à force de fabriquer ces armes, la pierre a gardé la mémoire de la trace de l'usinage de la roche. Et souvent, au fond des rivières, on peut arriver à retrouver des haches. Alors, on retrouve rarement le manche en bois, qui est souvent appauru, mais on a beaucoup d'exemples de haches. En tous les cas, ils s'en servaient pour la chasse, mais aussi pour se battre entre eux. Il devait être nombreux pour en faire autant. Donc ça, c'est des choses qui ont au minimum à peu près 300 ans, mais peut-être beaucoup plus. Parce qu'en fait, on ne peut pas dater ce genre de choses, puisque là, c'est juste la roche qui a été érodée, et il n'y a pas moyen techniquement de pouvoir dater à quel moment est-ce que la roche a été érodée. Donc là, maintenant, il faudrait faire des fouilles archéologiques ici et chercher où était le village. Oh, j'ai aimé un peu tout, hein, les balades, la difficulté justement, parce que ça fait partie des impératifs. Je suis venu en Guyane pour la forêt et je m'en lasse pas. Et puis là, c'est vraiment une belle aventure quand même. Même si des fois c'est un peu plus difficile, voilà, on a la boue, il pleut, on a mal aux pieds, on a mal au dos, on a mal partout, quoi, mais ça fait rien. Il faut avancer, on a un but, il faut y arriver. On a déjà fait les 2/3, on va terminer. Et puis on va arriver tous ensemble à Saül et puis profiter d'une bonne bière fraîche et de tous nos souvenirs. Chacun s'amuse comme il peut. Hein. À quel moment j'ai le droit de tuer mon fils? Ah putain de bordel!
là, en panne. Donc du coup, je parte la grille pour la bouffe.